Donc, on est tous là pour traiter le thème de la comptabilité et fiscalité pour médecins. Plus globalement, c'est pour les personnes physiques. Les médecins sont des personnes physiques sur le plan fiscal. Pour parler tout d'abord de la fiscalité, il faut tout d'abord parler de la comptabilité. Parce que pour arriver au calcul du résultat fiscal, bien sûr le calcul de l'IR et des montants qu'on va payer, il faut parler d'abord de la comptabilité. La comptabilité est l'essence même de l'organisation fiscale. Donc, tout d'abord, il faut avoir une comptabilité qui soit correctement tenue, qui soit fiable, qui soit documentée et qui soit surtout organisée. Donc, le mot organisation est très très important dans la gestion d'un cabinet. Il ne faut pas le négliger et cette organisation vous permettra, le jour où vous avez, la qadar Allah, un contrôle fiscal, de pouvoir répondre correctement et de ne pas subir le contrôle fiscal. Parce qu'aujourd'hui, la dernière campagne qui a été menée par l'administration fiscale dans le cadre de contrôles fiscaux qui ont été menés auprès de plusieurs médecins, ce qui a été constaté, c'est que plusieurs médecins n'avaient pas les documents et n'avaient pas les éléments pour répondre et pour contester les montants qui ont été relevés et demandés par l'administration fiscale. Donc, avant d'arriver à la fiscalité, il faut d'abord penser comptabilité. Donc, on va commencer tout d'abord par la comptabilité. Donc, s'inscrivant dans une vision de modernisation économique et d'instauration d'équité économique et sociale, le système fiscal marocain continue de connaître un remaniement important. En fait, et dans ce contexte, le cadre légal et réglementaire au Maroc a instauré l'obligation pour le cabinet médical et pour le praticien qui exerce son activité professionnelle de tenir une comptabilité réelle et une déclaration fiscale annuelle. Donc, on a l'obligation légale de faire une déclaration fiscale. Donc, qu'est-ce que la gestion comptable d'un cabinet médical? En fait, il y a les lois qui instaurent et qui obligent chaque médecin à tenir une comptabilité. Donc, toute personne physique ou morale doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs. En d'autres termes, les actifs, c'est les éléments qu'on récupère et les passifs, c'est les dettes. Ces mouvements doivent être comptabilisés chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Donc, il faut toujours avoir dans un coin de sa tête, pour toute opération que vous effectuez, que vous devez l'enregistrer. Et donc, par conséquent, et par obligation, il faut avoir le justificatif. Il faut avoir le justificatif, c'est très, 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 très important. Et tous enregistrements, ils précisent l'origine et l'imputation du mouvement. Quand on dit mouvement, c'est l'opération. Si vous payez quelque chose, c'est un mouvement. Donc, entrée, sortie. Donc, entrée d'argent, sortie d'argent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon fiscal un mouvement. Tous ces mouvements que vous faites tout au long de l'année, on les traduit à travers des documents comptables qui s'appellent le bilan et le CPC, le compte de produits et de charges. Ces documents comptables, ils donnent lieu à une image fidèle et l'état d'une entreprise. Et le médecin dans son cabinet, il faut savoir que le médecin dans son cabinet est une entreprise. Le médecin est un manager. Au-delà de l'aspect scientifique et médical que vous avez, chacun de vous dans cette salle est un manager qui gère bien sûr un aspect RH, notamment son assistance et l'aspect social d'IALA, et il gère aussi la partie comptable. Donc il faut avoir en tête, c'est vrai, vous êtes des personnes de science, mais en même temps, vous êtes des managers, vous gérez une entreprise. C'est cette vision que vous devez avoir. Donc les obligations légales de comptabilité dans le cadre d'un cabinet médical. Les médecins ont l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée, déclarer les résultats de chaque année, tenir un livre journal des recettes, tenir un journal des dépenses professionnelles, tenir un registre des immobilisations. Donc juste pour le terme immobilisation, ce ne sont pas des charges normales que vous allez comptabiliser. C'est par exemple, vous achetez une voiture. Une voiture, c'est une immobilisation. Un ordinateur, c'est une immobilisation que vous amortissez sur 3 à 5 ans, en fonction de ce que vous avez décidé à votre comptable. Mais dans la fiscalité marocaine, ce qui est admis, c'est 5 ans, mais on peut réduire l'amortissement sur 3 ans. Par exemple, un ordinateur que vous achetez à 15 000 dirhams, chaque année, vous allez passer dans vos charges 3 000 dirhams. C'est 15 000 dirhams divisé par 5, ça fait 3 000 dirhams qui vient en réduction de vos recettes, de votre chiffre d'affaires, dans le calcul de votre impôt. Bien sûr, il faut établir un bilan et établir un compte de produits et charges.
Donc, dans le cadre de l'application de ces obligations comptables dans la pratique, et pour une comptabilité saine et régulière, 3 états doivent être tenus constamment et mis à jour. Il y a le livre journal, c'est un registre où on inscrit chronologiquement, quotidiennement, toute opération de l'entreprise. Aujourd'hui, ce livre journal, parce qu'on l'appelle comme ça, mais avant c'était manuel. Aujourd'hui, on a les outils de comptabilité. Non, la majorité de vos comptables travaillent avec Sage. Après, il y a le grand livre où on inscrit les opérations débit-crédit. Et enfin, il y a le livre inventaire, c'est un registre que vous devez avoir où vous inscrivez vos bilans et vos CPC chaque année. Donc ces états, vous devez obliger votre comptable à vous les produire chaque année, vous devez les vérifier et les pointer. C'est très très important. Et c'est une obligation, il faut savoir que c'est une obligation légale. Si vous n'avez pas ces éléments, le jour où vous aurez un contrôle fiscal, vous aurez un rejet de comptabilité et vous serez taxé d'office, une taxation d'office en fonction de votre quartier. Juste si vous avez un médecin qui est à côté de vous et qui cartonne et vous venez démarrer ou vous avez eu des complications peut-être et tout ça, vous allez être taxé au même registre que le médecin qui est à 100 mètres de vous et qui lui cartonne. Donc c'est le benchmark, c'est le comparatif. Donc c'est très important de tenir ces éléments comptables. C'est vrai, c'est lourd, c'est un casse-tête. Mais dites-vous que c'est un casse-tête pour tout le monde, hein, même pour les grandes entreprises. Alors pour eux aussi, c'est un casse-tête. Ce n'est pas que vous, le médecin, alors tout le monde est tenu de tenir une comptabilité. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en même temps, ça vous aide à suivre votre activité. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je perds de l'argent? Vraiment, il faut avoir cet esprit-là. Il ne faut pas le voir en tant qu'obligation, mais au contraire, ça vous permet de piloter votre activité. Les outils nécessaires pour la tenue du dossier comptable. Il faut l'état de caisse. En fait, l'état de caisse, il faut essayer, c'est toutes les dépenses que vous payez par espèce. Nous, ce que nous encourageons dans la pratique aujourd'hui, vu que les moyens de paiement ont évolué, c'est d'éviter de payer toute charge, il faut la payer soit essayer par carte bancaire professionnelle, soit à travers un chèque. Pourquoi? C'est plus facile à retracer et c'est plus facile à justifier. Et c'est mieux pour avoir les factures. À titre d'exemple, Dalina, Javel, le cabinet, je vais l'acheter. Il faut éviter de faire ce genre de pratique pour dépanner. Il y a aujourd'hui Marjan, il y a Carrefour. Vous pouvez payer par carte et acheter vos produits. Et là, le ticket de caisse, il fait foi de factures que vous pouvez enregistrer dans votre comptabilité. C'est très très important. Toute dépense que vous achetez, que vous engagez, il faut essayer de la justifier au maximum. Deuxième point, le dossier bancaire organisé par banque. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 banques, il faut avoir le registre, il faut tout classer. Il faut imposer à votre assistante d'avoir tous les relevés. Et les relevés, je vous invite à les parcourir. C'est très très important. Chaque opération qui passe dans votre compte bancaire, il faut savoir à quoi elle correspond. Et vous pouvez le faire en vrai que ce que font les entreprises. Ils marquent au niveau de chaque opération, pas juste au crayon, écrivez-le. Cette dépense, j'ai acheté ça. Parce que dans 2-3 mois, ou même dans 2 ans que vous aurez un contrôle fiscal, alors peut-être vous aurez oublié. Mais si vous revenez à votre relevé, vous avez marqué juste une petite information, vous allez rapidement vous retrouver. Donc il est important de suivre votre dossier bancaire, un classeur bancaire spécial. Deuxièmement, l'état des paies des déclarations. Aujourd'hui, les salaires que vous donnez à vos assistantes, à personnes qui travaillent pour vous, vous devez avoir l'état de paie, ça c'est le comptable qui le fait. Mais vous devez exiger chaque année de le récupérer et de le classer chez vous. Il ne faut pas dire que tout est chez le comptable. Vous êtes tenu d'avoir cela. Qu'est-ce qui arrive? Des fois, vous changez un comptable en cours de route. Et ça arrive souvent, vous vous séparez en mauvais termes. Donc, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez chaque année, vous récupérez vos documents et vous les avez classés, soit par électroniquement ou physiquement, vous n'aurez pas de souci. Oui, l'état de déclaration de paie, ils vous l'envoient PDF. L'extraction, elle est toute simple. Hein. Tous les comptables aujourd'hui, ils ont des logiciels qui permettent l'extraction des déclarations de paie mensuelles ou annuelles. Au moins, il faut l'avoir. L'état des charges d'exploitation en instance des règlements, ce qui n'a pas été. Mais généralement, vous, les médecins, vous n'avez pas de charges en instance des règlements. L'état des immobilisations acquises. Les factures des immobilisations, il faut les mettre à part. Parce que généralement, c'est des charges qui sont importantes, c'est des dépenses importantes. Il faut les mettre dans un classeur à part. On ne va pas mettre l'achat d'un ordinateur avec le paiement des produits d'entretien. Ça, c'est juste pour facilitation.
pour que vous sachiez voilà, les dépenses quotidiennes qu'on a et les dépenses importantes. Bien sûr, il y a les dossiers d'achat de factures par date, par mois, par année. Ça, c'est vraiment un niveau d'organisation granulaire. Comment? Oui, il faut avoir un dossier. Vous achetez des intercalaires, vous mettez janvier, février, un dossier par année, janvier, février, mars, et vous mettez les factures dedans. Comme ça, vous savez quel jour vous avez, et quelle date exactement, qu'est-ce que vous avez effectué. Là, je vous donne la pratique, ce qu'il faut faire. Comment tenir vos... Là, c'est ce que vous avez acheté. Ça, ce n'est pas les ventes. En fait, les ventes, ce n'est pas les frais que vous avez récupérés de vos patients, c'est ce que vous avez dépensé. Donc, c'est des factures d'achat, ce que vous avez acheté. Après, bien sûr, il y a les dossiers des patients organisés par ordre alphabétique. Ça, il faut l'avoir. Je pense que tout le monde ici. Là, chaque dossier, les visites des patients et les contrôles pour chaque mois. Dossier d'avis de versement hier. Donc, ça, ce que vous avez payé, les cotisations minimales, les hier, l'État 9421, déclaration des salaires. Autre opération concernant le bilan et les annexes contient des pièces à revoir, telles qu'une facture achat en cours de négociation. Les lettres avec... Il faut vraiment avoir des éléments organisés. Après, vous devez déterminer les recettes et vos charges déductibles. Concernant les recettes, il y a les honoraires perçus que vous percevez soit à travers une consultation dans une clinique, une intervention. Il y a les recettes relatives à la profession convention expertise, il y a les visites à domicile et bien sûr il y a les activités en clinique et aussi les consultations que vous passez toute la journée dans votre cabinet. Donc il faut avoir vraiment un état détaillé d'où est-ce que vous avez de tout encaissement que vous avez perçu. Il ne faut pas, parce qu'à la fin de l'année, vous n'allez pas vous rappeler à telle date, j'ai perçu tel montant de chez telle clinique. Donc, il faut avoir un dossier bien précis de tous les honoraires que vous percevez. Les charges déductibles. Ça, c'est un point très, très important pour vous, parce que généralement, les médecins me disent, mais quelles sont les charges qu'on a le droit de déduire de nos recettes? Tout d'abord, la charge elle doit remplir des conditions suivantes. Tout d'abord, elle doit se rattacher à l'exploitation professionnelle ou être exposée dans l'intérêt de l'exploitation pour le besoin de l'activité. En l'occurrence, la consultation médicale. Correspondre à une dépense effective, être appuyé de pièces justificatives régulières. C'est quoi une pièce justificative régulière? C'est une facture aujourd'hui qui comporte l'adresse, le nom du fournisseur, son ICE principalement, l'IR, le numéro d'IS et le numéro de taxe professionnelle. Toute facture qui tient cela, c'est une facture en bonne et due forme que vous pouvez déduire de vos recettes au moment de calculer l'impôt à payer. Et bien sûr, cette charge, elle doit être constatée dans votre comptabilité. Vous avez une facture. On va prendre l'exemple. Aujourd'hui, vous êtes venu par train. Je pense que la majorité des médecins qui sont à Casa ou à Rabat, ils sont venus par TGV. Ben, écoutez, les tickets de train sont déductibles de vos charges. Ça, c'est un exemple tout simple que vous devez donner à votre comptable. Il va les comptabiliser pour vous. Donc, voici la liste des principales charges déductibles. Donc, les achats de matières et fournitures, et études et prestations de services. C'est tous les achats qui concernent votre cabinet. Et comme je vous l'ai dit, il faut essayer d'éviter les paiements par espèces, payés à travers soit par chèque, soit par carte bancaire. Donc, tous les achats de consommables, les gants, le papier si vous faites de l'éco, le papier pour essuyer, tout ça, il faut le passer dans votre comptabilité. L'achat de faire l'eau, l'électricité, le téléphone. Si vous faites appel à un consultant pour refaire votre cabinet, par exemple, vous voulez faire des travaux et vous ramenez un décorateur d'intérieur, ben, sa facture, elle passe dans votre comptabilité pour le cabinet. Donc, mais la facture doit comporter les éléments que j'ai dit auparavant, notamment le numéro de l'ICE, l'adresse et le cachet du fournisseur. Les primes d'assurance que vous avez pour votre cabinet, les frais de déplacement, et les frais de conférence plafonnés. En fait, ce n'est pas écrit, mais généralement, les fiscs, ils admettent des frais de 20 000 dirhams par an pour les conférences. Ce qui n'est pas logique, tout à fait. Si vous présentez... Par exemple, aujourd'hui, vous êtes venu, vous n'avez pas été pris en charge par un labo et vous avez dépensé vous-même
Vous avez le droit de les déduire. Ils ne peuvent pas compter. S'ils le disent, parce que pourquoi ils ne l'écrivent pas? Ils ne l'écrivent pas dans le Code général des impôts, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de dire ça. Vous êtes venu à une formation, vous avez les frais d'hôtel, et vous pouvez participer à 10 formations sur l'année, ils n'ont pas le droit de contester. Il faut juste avoir les bons justificatifs et l'attestation de participation à ce congrès. Et vous allez la faire. S'il vient et il voit qu'il y a des hôtels et tout ça, mais vous n'avez pas en face des attestations de participation à ces congrès, ben vous ne pouvez pas leur dire que je suis parti à ces hôtels pour participer à un congrès. Il va vous dire que vous êtes parti à ces hôtels pour faire pour des vacances. Donc il faut avoir des justificatifs. C'est très important. À chaque dépense que vous consacrez à votre cabinet, votre formation, il faut avoir le justificatif. Soit l'attestation de participation, soit même des photos. Hein. Voilà, vous pouvez prendre des photos. Voilà, à telle date, j'étais là. Et voilà ce congrès. Et même si vous n'avez pas d'attestation, vous pouvez leur confronter. En fait, le loyer, c'est le loyer quand vous avez un contrat de bail. Si vous achetez, vous allez la comptabiliser en immobilisation. Elle vous appartient. Et c'est l'amortissement de cette immobilisation qui va passer en charge. Non. Ça dépend comment vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté à crédit, par vos propres moyens, donc elle est inscrite à votre nom. Si vous la passez dans votre comptabilité, à travers ça, c'est les traites qui vont passer. Donc là, vous n'allez pas l'amortir. C'est les traites, c'est le crédit. Mais si vous l'avez acheté par vos propres, c'est l'amortissement qui va passer. C'est en fonction du financement. Mais vous pouvez la passer qu'une seule fois. Et peu importe le financement, il y a une charge correspondante qui va passer. Donc c'est important. Oui, donc. Ça devient, oui. Oui, tout à fait. Ça rentre dans le cadre de parce que vous l'avez déduite. Donc vous pouvez pas gagner sur les deux tableaux. Il faut comprendre. Parce que ça rentre dans votre bilan. C'est pas à titre personnel. Si c'est à titre personnel que vous l'avez pas déduite, c'est du 20% dans la TPI. Là, c'est dans le cadre de l'entreprise du médecin, dans le cadre de le revenu. Bon, là c'est juste la liste des principales. Bien sûr, toutes les taxes que vous payez, elles sont déductibles. Les charges du personnel, elles sont toutes déductibles. C'est pour ça qu'il est important de déclarer toutes les personnes qui travaillent pour vous. Même la femme de ménage à qui vous donnez 1200, 1300 dirhams, alors il faut la déclarer. Parce que, au-delà de l'aspect déclaration, pour l'accident de travail, votre responsabilité est engagée. Donc, au-delà de ça, afin de déduire sa charge, il faut la déclarer. Vous pouvez le déclarer à la CNSS, même un jour travailler chez vous, vous pouvez le déclarer. Donc, il faut le savoir. Et une fois que vous l'avez déclaré, vous pouvez la déduire de vos charges. Donc, une fois qu'on a cette comptabilité, et cette comptabilité, c'est quoi l'objectif final de la comptabilité? L'objectif final, c'est de traduire l'image fidèle de votre situation, qui va permettre et vous permettre de calculer l'impôt. Si vous avez tous les éléments, vos recettes, vos charges, le calcul de l'impôt sera facile. Et vous pouvez là optimiser. Une fois que vous avez toutes les informations, tout d'abord il faut avoir l'optimisation, il faut la faire à la fin. Quand vous avez votre situation réelle devant vous, ce que vous avez dépensé, ce que vous avez encaissé. Voilà ma situation. Et là, vous pouvez travailler dans l'optimisation dans un deuxième. Mais essayer d'optimiser dès le départ, ce n'est pas possible. Il faut d'abord dire, c'est vrai qu'il y a certaines opérations qu'on peut optimiser en amont, avant de dire je vais sélectionner ce mode de financement, je vais acheter une voiture en leasing ou en location LLD, ou je vais la financer par mes fonds propres. Mais il y a une autre doctrine si je dépasse mon temps, vous me le dites, docteur, comme ça, il y a une autre doctrine qui est très importante, c'est essayer d'avoir, je pense que la majorité de vous, ils ont un compte professionnel et un compte personnel. Il faut essayer d'alimenter le compte personnel qu'à travers votre compte professionnel. Pourquoi? Parce que le jour où si tous les mouvements de votre compte personnel passent par votre compte professionnel, le fiscal, quand il va venir revoir votre compte personnel, il va voir que tous les mouvements ils viennent d'un seul compte.
Et là, il ne va pas se pencher sur le compte personnel. Il va uniquement se focaliser sur le compte professionnel. S'il y a des mouvements qui viennent, beaucoup de mouvements qui viennent sur vos comptes personnels d'un peu partout, vous mélangez, aujourd'hui je verse sur mon compte professionnel, demain je verse sur le compte personnel, bah quand c'est éparpillé, le compte, il va tout prendre. Il va tout contrôler. Mais quand uniquement vous financez à travers le compte professionnel, c'est beaucoup plus simple. Et même pour vous, pour suivre, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que je n'ai pas pris. Donc c'est un mode opératoire qui permet de suivre l'argent que vous consommez avant de payer vos impôts. Oui. Une deuxième fois sur nos salaires. Lorsqu'on s'installe en privé, avec un salaire déjà qui était de l'État, donc là, on se retrouve dans la situation où l'État il nous déduit encore les taxes sur le salaire, d'une part. D'autre part, deuxième question, si on a d'autres sources de revenus, est-ce qu'ils doivent obligatoirement passer par le compte professionnel? En fait, c'est ce que je dis. Le compte médical, il alimente le compte personnel. Donc ça, c'est la partie de votre cabinet. Si vous avez d'autres revenus, vous ne devez pas les passer dans votre compte de cabinet. Vous les passerez à part. Et vous devez être en mesure de justifier que ces revenus, d'où est-ce qu'ils proviennent. Soit ils proviennent, soit vous avez reçu un héritage. Si vous avez vendu une voiture que vous avez, voilà, vous avez l'acte de vente, il faut le garder. Et dire ça ne concerne pas le cabinet, c'est une vente à part. Si vous avez une activité d'agriculture en parallèle, vous avez un terrain, vous n'allez pas le passer par vos comptes professionnels. Il doit être justifié. Non, ça ne doit pas. Non, il n'y a pas le double imposition, c'est impossible. Vous devez le faire dans votre déclaration, votre comptable il doit le déduire. Il ne peut pas le doublement le comptabiliser. C'est parce que la retenue avec l'État, elle est faite retenue à la source. Donc dans votre déclaration annuelle, mais voilà les revenus salariaux qui sont déjà amputés de l'impôt, et ça vous ne leur appliquez pas l'IR final. Par contre, dans le taux global, il rentre. Voilà, j'ai perçu par exemple quelqu'un qui perçoit un salaire de 5 000 ou 6 000 dirhams mensuels, son taux d'IR est inférieur, mais dans le calcul global, il va dans la détermination du taux du revenu global de l'année, on va l'inclure. Mais ils sont obligatoirement, on ne peut pas les passer deux fois, c'est impossible. Vous devez revoir avec votre comptable. Je suis désolé, docteur, mais la double imposition, elle n'existe même pas entre les pays. Une entreprise qui existe en France et qui est même au Maroc, on ne peut pas l'imposer. La doctrine fiscale, elle est très simple. La double imposition entre pays, c'est-à-dire une entreprise qui perçoit un produit au Maroc, elle est l'impôt le Maghreb, quand elle va le remonter en France, elle ne va pas payer d'impôt dessus. Imaginez quelqu'un qui travaille au Maroc et sur deux, on lui enlève l'impôt. Et après, il vient, il a son cabinet, on va encore lui payer. C'est pas possible. Mais votre comptable, vous devez le revoir. S'il vous plaît. Donc, moi, j'ai deux questions. Encore, merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment holistique. Vous avez parlé tout à l'heure de la tenue, c'est-à-dire de ce que l'on doit avoir au niveau du cabinet. Vous avez parlé du classement par ordre alphabétique de nos patients. Oui. En fait, actuellement, nous utilisons, la plupart des médecins, moi personnellement, j'utilise un logiciel qui me donne une numérotation pas par ordre alphabétique. C'est pas grave. Mais justement, donc c'est pas grave. C'était pas une condition sine qua non. Non. Et est-ce qu'on va venir voir enfin cette équité fiscale qui a été débattue lors des assises et je parle par exemple des différences de la perception d'honoraires entre par exemple une région du Nord et le Grand Casablanca pour le même type de spécialité. Oui, parce que ça existe. Oui, et quand il y a eu cette mostalaha, c'est-à-dire les médecins qui sont installés dans des villes où le coût de la consultation ou le coût d'un acte ou d'une prestation, je dis n'importe quoi, un laser par exemple, ou un acte de photobiomodule, il a été taxé au même titre que par exemple une clinique qui travaille avec 30% de plus au niveau du Grand Casablanca. Malheureusement, ça c'est pas de l'équité fiscale. Bon, ça c'est...
Ça, c'est une pratique et malheureusement, c'est un problème marocain, c'est un problème de décentralisation et d'équité. Mais par contre, si ce cabinet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité de vos patients sont aujourd'hui couverts par l'AMO. Là, aujourd'hui, je pense que tout le monde, vous l'avez ressenti dans votre cabinet, donc on va se le dire entre nous, hein, il y a moins de marge de manœuvre pour les choses qui ne sont pas déclarées. Donc, ce que je vous propose, c'est que de pousser vos clients à payer par carte bancaire. Il faut avoir des TPE. Comme ça, le fisc ne pourra plus contester. Maintenant, c'est vous qui allez dire au fisc, moi, voilà ce que j'ai perçu. Il faut essayer d'avoir des TPE dans vos... Et aujourd'hui, le CMI est en train de disparaître. Justement. Donc, les taux que va récupérer le CMI vont baisser parce qu'il va y avoir la concurrence entre les banques. Il faut essayer d'avoir des TPE et se faire régler même... Bon, les chèques, il y a problème de recouvrement, mais essayer de se faire payer au maximum par carte bancaire. C'est vraiment la solution que vous avez pour combattre ce genre de pratique. Justement, monsieur, excusez-moi, j'utilise la TPE. Excusez-moi, juste pour répondre à la suggestion. Je fais partie des médecins qui ont choisi ce mode de paiement, justement parce qu'on avait des soucis de paiement. Et là, mon comptable s'est mis à rouspéter, en fait. Ma fiduciaire m'a dit... Voilà, mais ça fait 8 ans que je l'ai mise. Mais on est taxé justement à 1,65% sur les mouvements nationaux et 3, Vous allez bientôt pouvoir baisser ça parce que le CMI va disparaître et chaque banque va avoir son propre établissement de paiement et vous pouvez jouer à la concurrence, ça va baisser même à moins de 1%. D'accord, merci beaucoup parce que je n'étais pas au courant. Professeur Chilier à passer de dire. Merci, professeur Saoui. Donc,